Bonjour et bienvenue sur Savoir-faire digital. Dans l'écosystème Python, garantir l'intégrité et la validité des données est une préoccupation majeure, notamment dans le développement d'applications back-end. C'est là que Pydantic entre en jeu. Pydantic est une bibliothèque puissante qui permet une gestion efficace des types et une validation automatique des données. Grâce à l'utilisation des annotations de type, il facilite le développement en imposant une conformité des valeurs, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la maintenabilité du code. Un des atouts majeurs de Pydantic réside dans sa rapidité et ses performances optimisées. Contrairement à d'autres outils de validation, Pydantic s'appuie sur les modèles de données et les types natifs de Python, ce qui lui confère une exécution plus rapide. Avec la validation de schémas, Pydantic offre une structure claire et cohérente aux données manipulées. Il transforme et valide automatiquement les entrées, garantissant ainsi un code robuste et prévisible. Enfin, Pydantic joue un rôle clé dans le développement back-end, notamment avec Fast API, un framework moderne et performant. Fast API exploite pleinement les capacités de Pydantic pour gérer la validation des données dans les requêtes HTTP et la documentation automatique des API. Dans la suite de cette démonstration, nous verrons concrètement comment intégrer Pydantic dans nos projets et explorer ses avantages. Dans une vidéo précédente, nous avons démontré l'utilisation du gestionnaire de package UV pour gérer un projet Python. Ici, nous utiliserons UV pour créer et gérer notre environnement virtuel et Pydantic pour la validation. Avant de commencer, faisons d'abord un change directory dans le bon répertoire de travail. Donc, nous allons mettre tout notre travail dans le répertoire appelé mycode. Donc, ici, il faudra faire un CD et puis mycode. Donc, voilà. Et puis là, je vais faire Entrée. Donc là, je suis dans le bon répertoire de travail. Ensuite, on va vérifier l'installation du package manager UV pour voir si c'est bien installé. Donc là, on fait UV et puis on fait tirer et puis on fait version. Et puis là, on voit qu'en fait, que UV est bien installé. On peut aussi vérifier s'il y a une nouvelle version parce que tout dépend. Si vous voulez, par exemple, utiliser la nouvelle version, il faudra d'abord aller voir est-ce que il existe une nouvelle version de UV. Donc, si vous vous rappelez, dans la vidéo dédiée à UV, il y avait plusieurs façons de faire l'installation, n'est-ce pas? Nous avions préféré utiliser le Windows Package Manager appelé Winget pour faire notre installation parce que c'est l'outil que nous utilisons pour gérer en fait nos applications. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser l'installation standalone avec le PowerShell ou bien avec curl si vous êtes sur Linux. Donc, selon la manière dont vous avez fait votre installation, la façon aussi de faire votre mise à jour va changer. Pour nous, puisque nous utilisons Winget, on va tout simplement aller chercher est-ce que il y a une nouvelle version. Et pour cela, il faut juste faire Winget. Et puis là, je vais faire liste. Et puis, je donne en fait l'identité du programme pour lequel je suis en train de chercher s'il y a mise à jour ou pas. Bon, pour nous, c'est UV et on connaît l'identité, c'est Astral, n'est-ce pas? Et puis, il y a un tiret SH. Et puis, je pense qu'il y a point UV. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer.
Voilà, on a le résultat. Donc là, nous avons UV, Astral, HS.UV, c'est exactement ça. Donc 06, 16. Et notre version, c'est le 06, 16. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, notre version que nous avons sur notre machine est la version la plus récente. Donc, nous n'avons pas besoin de faire, en fait, la mise à jour. OK? Maintenant, si jamais notre version n'était pas la version courante, il faudrait faire, en fait, une mise à jour. Je vais vous montrer de toutes les façons la commande si vous voulez faire cela avec Winget. Pour faire une mise à jour, il vous suffit juste de faire Winget, n'est-ce pas? Comme ceci. Et puis, vous faites Upgrade pour mise à jour. Et puis, bon, maintenant, il est préférable des fois de désinstaller la version courante si vous voulez, sauf si vous voulez avoir en fait plusieurs versions installées côte à côte, comme par exemple si vous faites Python, vous pouvez installer plusieurs versions de Python sur votre machine. Mais si vous voulez en fait désinstaller complètement en fait l'ancienne version pour installer une nouvelle version, je vous recommande d'utiliser en fait le flag uninstall, donc ici comme ceci, right? Et puis vous faites previous comme ceci et vous donnez par exemple maintenant le nom en fait de, pas le nom mais plutôt l'identité du programme, donc Astral comme ceci, et puis vous faites sh.uv. Voilà, donc voilà la commande. Ça c'est le package manager de Windows, Winget. Vous lui dites ce que vous voulez faire en fait une mise à jour, donc upgrade. Maintenant, avant de faire la mise à jour, vous lui demandez de désinstaller d'abord l'ancienne version, et puis là, vous passez en fait le programme que vous voulez installer, ou bien si vous voulez exactement l'identité du programme que vous voulez installer. Bon, je peux le faire, mais bon, d'ailleurs, on va le faire pour voir ce qui va se passer, même si en fait nous avons la version la plus récente. Winget me dit No available upgrade found, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une version plus récente que la version qui est déjà installée. OK? So, qu'est-ce que je... Bon, là, on va tester encore pour voir est-ce que... Bon, c'est toujours installé, donc c'est bon, parfait. Donc, le package manager est assez intelligent. Donc, le package manager n'a pas désinstallé parce que il n'y a pas de mise à jour possible, n'est-ce pas? De même, on peut, par exemple, installer la dernière version de Python si nous voulons, bien sûr, utiliser en fait la dernière version de Python. Et pour cela, vous faites tout simplement UV et puis vous faites Python. OK? Là, on va installer la version de Python la plus récente si vous voulez utiliser en fait cette version-là dans votre projet. Et là, vous faites tout simplement install, sans donner en fait de numéro de version. Donc, UV Python install vous installe automatiquement la dernière version de Python disponible si on ne donne pas, bien sûr, en fait, un numéro de version. Là, je vais faire entrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, encore, UV me dit Python is already installed. OK? Et vous voyez très bien, UV me dit on doit utiliser UV Python install et on donne, par exemple, ici request, c'est-à-dire le numéro de version si on voulait installer en fait une version spécifique. On ne va pas le faire, on va juste utiliser en fait la version que nous avons ici, n'est-ce pas? Donc, on va aussi tester en fait la version de Python qui est actuellement la version courante. Et pour cela, on fait tout simplement UV, et puis on fait run, et puis on fait Python, et puis tirer, et puis vous mettez version, pour dire quelle est la version de Python que UV utilise actuellement. Et là, on le voit très bien, la version que j'utilise, c'est la version 3.13. Parfait. Donc voilà, donc on a fini en fait l'étape numéro 1 qui était la préparation de l'environnement. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2 pour initialiser en fait notre projet. Ainsi, nous allons créer notre répertoire de projet directement en utilisant en fait la commande UV. Donc pour cela, on va faire tout simplement UV et puis on fait init pour dire qu'on doit commencer maintenant notre projet. Et puis bon, là vous donnez en fait le nom que vous voulez donner à votre projet. Ici, nous voulons tout simplement faire une démonstration de la bibliothèque Pydantic. Donc bon, on va l'appeler Pydantic Demo, n'est-ce pas? Voilà, et puis vous faites l'entrée. Normalement, tout s'est bien passé.
Très bien. Donc là, vous voyez qu'en fait, le projet est déjà initialisé. Donc, vous voyez comment c'est efficace. Donc, UV me dit qu'en fait, il y a un projet qui s'appelle Pydantic Demo qui réside ici. Vous voyez bien que je suis dans My Code et puis UV a créé ici un répertoire qui s'appelle Pydantic Demo. Vous voyez que je n'ai même pas besoin moi-même d'aller créer ce répertoire-là. UV va le faire pour moi. Et puis, une fois que nous avons cela, on peut maintenant vérifier est-ce que tout s'est bien passé. Et pour cela, je vais faire un change directory dans le nouveau répertoire et puis je vais lister en fait le contenu pour voir l'architecture en fait de mon répertoire. Pour cela, je vais faire un cd change directory et puis pydantic ici, pas pycode, pydantic demo, c'est exactement ça. Et puis en même temps, après le change directory, je vais faire quoi? Je vais lister. Donc je vais combiner ici les deux commandes en même temps. Donc je vais faire et une fois que vous êtes dans le répertoire, il faut lister. Donc ls dot ou bien ls point pour dire vous entrez dans pydantic demo et vous me listez ce qu'il y a là-bas. Voilà, là j'ai le contenu en fait de mon répertoire et je vois bien qu'il y a ici un fichier git ignore. Donc ça c'est le fichier qui contient en fait la version de Python qu'il faudra utiliser. Ça c'est le fichier principal et ça c'est le fichier de configuration et ça c'est mon fichier readme. Donc apparemment tout s'est bien passé. Voilà, maintenant nous allons passer à l'étape numéro 3 qui consiste à créer l'environnement virtuel et à ajouter en fait les dépendances ou bien les bibliothèques que nous voulons utiliser dans cette démonstration-là ou bien dans ce projet-là. Donc pour cela, c'est très simple, on l'a déjà vu avant. Vous faites UV et vous faites add. Donc vous n'avez même pas besoin de créer ici un environnement virtuel parce que UV va le faire automatiquement pour vous. Donc ici, je vais faire Pydantic, bon, bien sûr, parce que nous voulons utiliser en fait la bibliothèque Pydantic pour faire la validation dans notre projet Python, n'est-ce pas? Maintenant, attention, Pydantic vient avec plusieurs choses. Spécifiquement, ici, nous voulons faire, par exemple, on va faire un cas très simple, la validation, par exemple, des emails ou bien la validation, en fait, des timestamps ou bien des fuseaux horaires, si vous voulez. Ou bien, bon, si dans votre base de données, vous mettez des adresses électroniques ou bien des temps, il faut que ces temps-là soient des temps standards. OK? Et pour cela, puisque en fait vos données externes peuvent provenir de plusieurs environnements ou bien sources, voilà, il faudra valider en fait toutes ces données-là avant de les mettre dans votre base de données. Donc ici, par exemple, je vais utiliser par exemple ici quoi, email validation ou bien la validation en fait des emails et je vais ajouter aussi en fait la validation en fait des time zones. Et voilà. Donc voilà, je vais utiliser ma bibliothèque Pydantic pour faire quoi? Pour valider des emails et pour valider des time zones. On peut valider plusieurs choses. Donc, comme je vous dis ici, c'est juste en fait un exemple. Donc, je pense que ça suffit pour aller vite. Donc, entrer. Donc, voilà. Donc, Pydantic va, pas Pydantic, mais UV va créer en fait la liste des packages dont j'aurai besoin. Donc, évidemment, ici, nous avons utilisé Pydantic, on le voit ici. Donc, mais Pydantic a besoin de Pydantic Core, qui est développé avec Rust, n'est-ce pas? Donc, là, vous le voyez, nous voulions aussi email validation, ou la validation en fait des courriers électroniques, n'est-ce pas? Et là, on a annotated types. On aura besoin de ça parce qu'en fait, on va faire de l'annotation pour dire qu'en fait, par exemple, telle donnée doit être sous tel format, donc on a besoin de ça. Et en dehors ou bien au-delà des bibliothèques que nous avons listées, il y a ce qu'on appelle en fait les prérequis. UV est assez intelligent. UV va aller prendre tout cela et puis va mettre cela dans notre fichier de configuration. Et comme je vous disais, vous avez bien vu qu'ici, l'environnement virtuel est déjà créé. Et c'est ça l'avantage, par exemple, de UV par rapport à pip ou bien par rapport à PyEnv ou bien VirtualEnv, etc. UV est beaucoup plus moderne. UV crée automatiquement mon environnement virtuel et UV active aussi automatiquement mon environnement virtuel. Je n'ai pas besoin moi-même de faire make-dir et puis créer le répertoire et puis créer en fait l'environnement virtuel et puis l'activer. Tout cela, en fait, c'est dépassé maintenant. Il faut utiliser UV pour aller vite et puis pour gérer de façon beaucoup plus efficace en fait votre environnement virtuel. Une fois que j'ai fait cela,
Je peux maintenant, bien sûr, passer à l'étape numéro 4 qui consiste à vérifier en fait mes fichiers. Pour cela, il suffit tout simplement de faire un ls point encore pour voir est-ce que, par exemple, il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, maintenant, vous allez bien voir qu'ici, il y a le fichier uv.log qui est là, qui est créé. Et je peux aussi aller lister ce qui existe dans mon fichier de configuration, le fichier pyproject.toml. Et pour cela, je peux faire tout simplement type, et puis je fais py, et puis tab, donc automatiquement autocompletion, pyproject.toml, et puis je fais entrer. Et voilà mon fichier de configuration, tout est correct, c'est un projet UV, et puis ça c'est le nom de mon projet, ça c'est le numéro de version, et puis quoi d'autre, voilà, ça c'est la version de Python que j'utilise, 3.13 ou bien supérieure, si jamais on doit faire la mise à jour après, et puis quoi d'autre, effectivement, la liste des dépendances, c'est bien, on l'a vu ici, c'est la bibliothèque Pydantic pour la validation des courriers électroniques, la validation en fait du temps, et la version doit être 2.11 ou plus pour le futur si on veut bien faire en fait une mise à jour. Voilà, une fois nous avons fini l'étape numéro 4, on va passer à l'étape numéro 5 qui consiste à ouvrir notre projet dans VS Code. Et pour cela, c'est très simple, vous connaissez déjà la commande, mais ici, je peux toujours, avant de faire cela, effacer en fait mon écran d'abord, et puis je vais faire code, et puis je mets un point pour dire il faut maintenant ouvrir VS Code dans ce répertoire-là, et puis je lance la commande. Et puis voilà, notre environnement de développement est lancé. Nous le voyons bien ici, et nous sommes bien dans le répertoire qu'il faut. C'est notre répertoire identique démon avec tous les fichiers que nous avions déjà vus auparavant. Mais avant de débuter la rédaction du code, nous devons clarifier d'abord en fait notre conception du programme. Dans cette implémentation, nous concevons une classe student représentant un élève ou bien un étudiant qui respecte des contraintes strictes de validation des données grâce à Pydantic. Cette classe permet de garantir l'intégrité des informations tout en facilitant leur manipulation dans un contexte applicatif. Donc, premièrement, nous aurons besoin pour la classe étudiant une identification unique. Ainsi, chaque étudiant possède un ID qui doit être un entier positif, garantissant ainsi une identification unique et valide. Deuxièmement, il va falloir aussi gérer le nom de l'étudiant. Donc, le champ nom ne peut pas être vide et doit uniquement contenir des caractères alphabétiques. Cette contrainte empêche l'utilisation de valeurs non valides, comme des chiffres ou bien des symboles dans le nom de l'étudiant. Troisièmement, validation de l'adresse email. L'email doit être conforme à une représentation canonique respectant le format standard. Donc, l'email aura forcément deux parts séparées par en fait le symbole arrobase. Donc, il y aura la partie de gauche qu'on appelle local port et la partie de droite qu'on appelle domaine. Par exemple, étudiant@exemple.com. Voilà. Grâce à Pydantic, cette validation est intégrée directement et empêche l'enregistrement d'adresses incorrectes dans notre base de données. Quatrièmement, la date d'inscription. Donc, chaque étudiant possède une date d'inscription qui doit être un eurodatage valide. Cette donnée permet de suivre le moment exact où l'étudiant a rejoint son équipe. Donc, cinquièmement, liste des coéquipiers. Chaque étudiant est associé à 3 coéquipiers représentés par une liste de 3 identifiants uniques. Cette contrainte garantit une structure cohérente et limite le nombre de membres par équipe. Et sixièmement, la gestion des notes. Donc, les notes sont stockées sous forme de dictionnaire où la clé est un nom de matière
et la valeur est une note réelle qui doit être positive ou égale à 0. Et finalement, il va falloir aussi gérer les erreurs potentielles qui vont survenir durant le programme, bien sûr. Donc, pour gérer ces erreurs potentielles, nous utiliserons pydantic.validationError. Voilà, maintenant nous allons commencer à écrire notre code. Donc, voilà notre fichier principal. On va d'abord commencer par importer les modules nécessaires et pour cela, nous aurons besoin de datetime pour gérer les heures de tâche, de base model, comme nous l'avons déjà dit, comme classe de base pour notre modèle de données. Nous aurons aussi besoin de email string pour valider les adresses email. Nous aurons besoin de positive int afin de garantir que l'identité est un entier positif. Nous aurons besoin de pydantic const pour définir des contraintes sur les chaînes de caractères du nom exactement et pour appliquer des contraintes sur la liste des coéquipiers, nous allons importer conList et finalement pour la contrainte sur les valeurs du dictionnaire des notes, nous aurons besoin de pydantic.conFloat. Donc, on va d'abord commencer à importer ces modules-là dont nous aurons besoin dans notre code. Voilà, nous allons commencer d'abord par importer nos bibliothèques. Donc ici, nous avons importé la bibliothèque datetime et nous avons aussi importé toutes les bibliothèques dont nous aurons besoin dans la bibliothèque pydantic, n'est-ce pas? Ici, nous avons base model. Ici, nous avons validation error. Ici, positive int. Ici, email string, constring, conList. Puis, on va définir en fait la classe étudiant. Donc, ici, je vais mettre ça ici. Donc, parfait. Donc, vous voyez bien qu'ici, la classe étudiant est basée sur base model, OK? Parce que c'est la classe de base qui nous permet de faire la validation. Ici, nous avons en fait notre ID et vous avez bien vu qu'on a ajouté ici positive int pour dire qu'en fait, l'ID ou bien l'identité unique doit être un entier positif. Après, ici, nous avons ajouté en fait l'attribut nom, mais avec une contrainte ici. Et pour la contrainte, regex, regular expressions. Donc, je vais expliquer un peu de quoi il s'agit ici. Donc, ici, on a le chapeau qui dit que voilà, voici le début en fait de notre pattern. Après, ici, à la fin, vous mettez le signe du dollar pour dire que c'est la fin en fait de l'expression. Et puis, vous mettez un crochet droit à gauche pour ouvrir et un crochet droit ici pour fermer. Là, c'est pour donner en fait la liste des caractères possibles. Donc, je pense que vous avez bien vu, on a mis de A à Z et puis de A à Z, majuscule et minuscule. Et aussi, puisque dans un nom, il peut y avoir en fait des caractères blancs ou bien espace, donc on met \s pour dire que les caractères blancs aussi sont admis. Et puis là, on a mis ici un plus pour dire qu'il faut au moins un ou plusieurs. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que la longueur d'un nom ne peut pas être égale à 0, ce qui est équivalent à dire qu'en fait, on ne peut pas avoir en fait un caractère ou bien une chaîne vide. OK? Je pense que c'est clair. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de parkeriser. Il suffit d'aller en fait online sur des machines qui vous permettent de construire ce qu'on appelle regular expression et puis vous trouvez en fait l'expression qui valide ou bien qui va avec vos contraintes et puis vous l'utilisez. Et puis ici, on a la notation pour l'email. Ici, nous avons quoi? Ici, nous avons en fait sign up time stamp. Donc, son type ou bien son annotation, c'est datetime. Donc, c'est une date et un temps. Maintenant, attention, on a ajouté ici facultativement, par exemple, si on ne connaît pas la date ou bien le temps, on met tout simplement none pour dire que cette valeur-là est inconnue. Pour les coéquipiers, c'est juste en fait une liste. C'est pourquoi ici, vous voyez très bien, on a mis
une contrainte sur la liste. On dit qu'en fait, les valeurs doivent être en fait des entiers positifs. C'est normal parce qu'une liste de coéquipiers, ce n'est rien d'autre qu'en fait les identités des membres de l'équipe. Mais puisque les identités elles-mêmes sont des entiers positifs, donc forcément, la liste doit être composée d'entiers positifs. Maintenant, attention, puisque aussi il y a des conditions supplémentaires ou bien une condition supplémentaire forte, il faut exactement en fait 3 coéquipiers parce que l'équipe, c'est 4 étudiants. OK? Donc, l'étudiant que nous sommes en train de concevoir avec ces 3 membres, donc pour dire que la liste doit être impérativement égale à 3, min length equal to 3 and max length equal to 3, pour dire qu'en fait, la liste doit avoir une longueur exacte égale à 3. Parfait. Et maintenant, ici, c'est là où nous faisons la conception en fait des notes. Great. Donc, comme nous l'avons tantôt dit, ce sera un dictionnaire. La clé sera une chaîne de caractères, donc c'est la classe. Et puis ici, on ajoute une contrainte pour dire que c'est maintenant la valeur qui correspond à la clé greater or equal to 0. La note ne peut pas être négative, donc c'est une note supérieure ou égale à 0. En plus, float, ça veut dire que c'est un nombre réel. Voilà, nous sommes enfin arrivés à la phase test de notre démonstration. Lorsque l'on utilise PyIdentic, il est essentiel de tester la validation des données pour garantir leur conformité aux contraintes définies dans notre modèle. Nous allons ici implémenter des tests pour les données valides qui respectent les règles définies et les données invalides qui déclenchent des erreurs de validation. Ok, je pense qu'il est utile de faire en fait des tests positifs et des tests négatifs pour voir le comportement en fait de votre code. Et bien sûr, s'il y a des données invalides, comment gérer les erreurs qui surviennent. Donc ici, on va d'abord commencer avec un test positif, c'est-à-dire des données valides. Donc nous allons ici définir une variable studentDataValid. Donc on va construire ici tout simplement en fait un étudiant en se basant sur la classe elle-même student. Donc ici, un étudiant, ce n'est rien d'autre qu'en fait une classe qui hérite de la classe de base model, et puis on lui donne les paramètres qu'il faut, n'est-ce pas? On avait un ID, on avait name, email, sign up, timestamp, et puis on avait teammates and grade. Donc ici, on va donner une identité hypothétique 1, 2, 3 pour l'étudiant Alice Smith, et puis on va donner ici son email, alicesmith@exam.com. Vous pouvez donner le domaine que vous voulez. Donc ici, pour le temps, on va donner date time now pour dire que c'est maintenant qu'il ou bien qu'elle va s'enregistrer. Et puis ici, on va donner en fait ses co-équipiers, donc avec les identités 100, 200 et 300. Et puis, on va donner ses notes pour les mathématiques, la physique et puis computer science ou bien informatique. Très bien, ça c'est pour en fait un test positif. On va aussi essayer un test négatif avec des données qui ne sont pas valides. Donc ici, au lieu de définir par exemple un élève ou bien un étudiant avec la classe, nous allons juste en fait ici donner un dictionnaire. Ceci, c'est par exemple quand les données proviennent d'une source externe, JSON, ou bien depuis un formulaire, etc., etc. Vous connaissez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ici, nous supposons que nous avons l'ID, name, email, et puis sign up, teammate, et puis grade. Je ne vais pas vous montrer ce qui ne va pas, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Il y a des paramètres qui ne respectent pas en fait nos contraintes. Mais nous allons voir ça en fait dans le résultat. Après cela, on va aller voir comment nous avons fait nos tests. Ici, nous avons la fonction main. Au début, on affiche tout simplement en fait le mot test. On met 10- au début et 10- à la fin. C'est juste en fait pour construire un header. Et puis ici, quoi?
Voilà, en fait, on aura deux blocs, le bloc try qui va contenir tout le code si tout se passe bien, et on aura un bloc except qui va contenir en fait quand il y a des erreurs de validation ce qu'on doit faire. Évidemment, il faudra naturellement gérer les erreurs de validation. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On affiche test 1 validate pour dire en fait c'est le cas du test qui est positif. On ne fait pas grand-chose, hein. C'est juste une démonstration. Dans votre cas, vous savez ce que vous devez faire, mais ici, on va juste afficher en fait les éléments en fait de l'étudiant. En fin de compte, nous mettons ceci, données valides enregistrées avec succès. C'est par exemple dans le cas où vous mettez en fait toutes ces données-là dans une base de données. Voilà, et pour le test négatif ici, on met test 2. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ici, cette construction-là, je pense vous vous rappelez, nous avions déjà vu cela dans les vidéos antérieures. Ici, nous avons juste utilisé en fait la classe elle-même pour construire en fait notre variable, mais ici, cette variable-là, c'est un dictionnaire. Donc, il faut déconstruire le dictionnaire d'abord pour mettre les paramètres. Et pour cela, nous l'avions déjà vu, il faut juste mettre étoile, étoile devant le dictionnaire pour le déconstruire et puis le transformer en liste de paramètres pour pouvoir maintenant utiliser ces paramètres-là pour maintenant définir ici notre objet étudiant. OK? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller faire comme ce que nous avions déjà fait ici, en affichant les détails, on affiche en fait l'étudiant d'un seul coup. Vous comprenez pourquoi j'ai fait ceci? Parce que ceci ne va pas marcher, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, nous savons très bien qu'en fait, les données ne sont pas valides et qu'il y aura une erreur et que l'erreur sera ici, attrapée ici dans le bloc except, dans le bloc où nous devons faire en fait la gestion des erreurs. Et ici, on va tout simplement afficher erreur de validation détectée et puis on va afficher c'est quoi l'erreur, n'est-ce pas? Maintenant, pour exécuter notre test, c'est très simple, on met une ligne vide, juste visualisation, et à la fin, on met une ligne vide avant de retourner à notre terminal et on appelle en fait la fonction main qui exécute tout simplement nos tests. Nous allons maintenant exécuter notre code pour voir le résultat de nos tests. Donc, pour cela, vous faites UV. N'oubliez pas, nous avons un projet UV, donc c'est UV qui gère tout notre projet. Et puis, run pour dire que nous voulons exécuter quelque chose. Et puis, qu'est-ce que nous voulons exécuter? Donc, nous voulons exécuter nos tests qui sont dans notre script principal que nous avons ici appelé main, je pense. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis, entrée. Donc voilà, donc nos tests sont exécutés et comme nous le voyons sur l'écran pour des données valides, c'est exactement ce que nous voulions. Donc là, on voit qu'en fait, nous avons l'identité d'Alice, nous avons son nom, nous avons son email, etc. Donc toutes les données sont là. Et vous voyez bien qu'en fait, le temps d'inscription est bien formaté. Voilà. Pour les données invalides, effectivement, c'est exactement ce que nous voulions. Erreur de validation détectée. Et maintenant, nous avons affiché sur l'écran ce qui ne va pas. To validation errors false student. Donc, nous avons deux erreurs de validation. La première erreur provient en fait du nom. Je pense que vous le voyez parce que nous avions ce pattern-là qui en fait régit comment les noms devraient être. Dans notre format, on avait dit seulement des lettres majuscules ou minuscules ou bien des caractères blancs. Alors que ici, nous avons 1, 2, 3 dans le nom de Bob, ce qui n'est pas admis. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur ces erreurs-là, vous pouvez aller voir dans le site de Pydantic sur la partie erreur. La deuxième erreur provient en fait de l'email. Ici, nous avons l'information qui nous dit value is not valid email address. Ce qui manquait en fait, c'est ici le domaine. Voilà, ainsi nous arrivons à la fin de cette démonstration et je pense que la démonstration a été utile et que Pydantic vous permettra de gérer vos validations pour avoir un code beaucoup plus résilient. Voilà, parfait. Au revoir.